Yves Michel, vous êtes un éditeur indépendant à la tête de deux maisons d'édition, Souffle d'Or et Yves Michel. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir éditeur indépendant? Alors pour moi, mon choix d'être éditeur, c'est un engagement de faire ma part de colibri dans cette société pour contribuer à l'avènement de nouvelles valeurs. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans le monde associatif auparavant. Et à un moment donné, j'ai été licencié brutalement, un bon coup de pied aux fesses. Et là, j'ai fait une quête de vision et il m'est apparu que de créer une maison d'édition était un moyen relativement efficace de transmettre des nouvelles valeurs et de participer comme ça au changement de société. Et le côté indépendant, ça c'est sans doute mon éducation. Je suis fils et petit-fils de paysans. L'indépendance est quelque chose d'assez marqué et puis voilà, c'est mon caractère. Y a-t-il eu un déclic, une rencontre ou un livre fondateur dans votre parcours? Oui, oui, il y en a eu. Oui, oui. Quand j'étais tout gamin, à peine je savais lire. J'ai eu la chance d'avoir la bibliothèque de mon père où il y avait plein de livres d'aventure. Donc il y avait les Jules Verne, il y avait des livres vraiment d'aventure qui m'ont vraiment déjà bien passionné. Et puis après, quand j'étais adolescent, je me suis intéressé à la spiritualité. Et là, j'ai été très touché par des livres comme La vie des maîtres de Bert Spalding ou aussi les livres de l'Aube sans grand pas quand j'avais 13-14 ans qui m'ont ouvert l'esprit à d'autres spiritualités. Et alors que moi j'ai été élevé dans la religion catholique, et là ça a été vraiment des belles ouvertures. Et je suis très reconnaissant à ces livres d'être passés devant mes yeux à cette époque-là. Pensez-vous que ces livres vous ont donné justement un impulse pour faire ce métier plus tard? Alors, peut-être pas pour faire le métier lui-même, parce que je ne suis pas fanatique des livres. Pour moi, c'est un moyen. Mais en tout cas, ils m'ont aidé à rechercher, à aller derrière les apparences, à creuser, à explorer la vie sous tous ses aspects. Et ça, oui. En quoi vos deux maisons d'édition se distinguent-elles? Alors, le Souffle d'Or, je l'ai créé en 1983 et dans cette marque, je publie des livres de santé, spiritualité, éducation qui accompagnent les personnes sur leur chemin. Et vraiment, quand je dis accompagner, ça veut dire soutenir, donner des pistes, des moyens pratiques, etc. Et puis en 99, j'ai complété avec la marque Yves Michel qui s'adresse davantage aux collectifs et au milieu associatif, aux décideurs, et pour apporter une vision de la société, de ce que la société pourrait être. Donc des choses sur l'intelligence collective, l'écologie, les monnaies locales, etc. Et pour moi, c'est complémentaire, parce qu'une fois qu'on a fait un travail sur soi, ça me semble assez naturel et en tout cas responsable de s'intéresser aussi au monde dans lequel on vit, plutôt que de laisser les lobbies faire leurs petites affaires au-dessus de nous. Et inversement, les, les gens qui sont, les militants par exemple, qui sont très investis dans la lutte sociale, etc., souvent ils auraient fort besoin de s'occuper aussi d'eux-mêmes, hein, parce qu'on voit les grosses failles qui apparaissent des fois longtemps après, comme l'abbé Pierre. On a besoin d'un équilibre, en fait, s'occuper de soi et s'occuper du monde. C'est Gandhi qui disait walk your talk, ça veut dire mets en action ton discours. Et j'aime bien ça, j'aime bien la cohérence, c'est important pour moi. Y a-t-il un titre qui illustre parfaitement l'esprit de chacune des maisons? Euh, il y en a beaucoup, hein. Bon, c'est sûr que au Souffle d'Or, on a la petite voix d'Eileen Cady. Findorn, ça a été pour moi une grande rencontre au début des années 80, avant même de créer le Souffle d'Or. Et ce livre, à lui tout seul, il porte la maison d'édition. S'il n'avait pas existé, la maison d'édition n'existerait peut-être plus. Donc pour le Souffle d'Or, Findorn, la petite voix.
Et pour Yves Michel, j'ai pas mal de livres. Je ne sais pas, là, assez récemment, j'ai publié Aux origines de la théorie du complot, qui explique comment la CIA a forgé ce concept de complotiste à la sortie du rapport Warren sur l'assassinat de JFK, pour faire taire les voix qui posaient des questions dérangeantes. Et aujourd'hui, c'est largement utilisé. En tant qu'éditeur, quelles responsabilités sentez-vous lorsque vous choisissez de publier un tel ouvrage sur un sujet aussi sensible? Eh bien, je suis très attentif. Et par exemple, au Souffle d'Or, au niveau des livres pratiques, autant que possible, je vais pratiquer avec mes auteurs sous forme de stage ou ne serait-ce que d'une séance, pour me rendre compte de la validité de ce que l'auteur apporte. Et je sais que le, les livres sont des starters, peuvent entraîner les gens dans telle ou telle direction. Donc je m'applique et j'applique aux auteurs, à mes auteurs, que j'exige que leurs propos soient compréhensibles, et que les lecteurs et les lectrices puissent s'en emparer eux-mêmes, c'est-à-dire que ça soit bien étayé et que ça soit clair, de façon à ce que chacune et chacun puisse se dire bon, là oui, là non, et qu'il y ait un débat possible, une réflexion. Comment vos maisons d'édition trouvent-elles leur place face aux grands groupes d'édition? Alors ça, c'est un vaste sujet, et de plus en plus, c'est difficile. Disons que dans l'édition, comme dans d'autres domaines, il y a une stratification. Moi, avec mes éditions, je me situe à un niveau artisanal. J'agis par coup de cœur, j'ai envie de donner la parole à tel et tel auteur, et ensuite j'essaie de vendre les livres. Et on a des tirages modestes. Au-dessus, il y a un niveau industriel qui englobe tous les grands, les majors de l'édition, qui publient des livres certes, mais qui ont aussi d'autres modèles économiques, qui sont en bourse, qui sont achetés, rachetés, revendus par les milliardaires qui sévissent dans ce monde. Et là, on ne joue pas du tout avec les mêmes règles du jeu. D'ailleurs, en librairie, ces majors de l'édition, quand ils apportent leurs livres, ils poussent les autres et ils posent leurs livres. Donc en librairie, c'est très difficile de faire notre place. Donc nous, on a des moyens qui nous sont propres, comme faire de la vente par correspondance, organiser des réunions, des rencontres, et développer plutôt le côté également communauté d'intérêt dans le public, de façon à pouvoir vendre un minimum des livres. Et puis on fait aussi des partenariats avec des associations, ce qui nous aide bien. En quoi est-il crucial de réussir à maintenir de telles entreprises dans une période comme celle que nous vivons? Eh bien, c'est pour la variété, la variété bibliographique, parce que si on laisse faire la tendance actuelle, bientôt il y aura un seul grand mastodonte qui est Amazon, qui est déjà dans une situation un petit peu de dominance, d'hégémonie, et puis quelques grands groupes d'édition. Et j'allais dire, ces groupes ont des normes très précises, c'est-à-dire qu'en dehors de ces normes, les livres sont forcément rejetés. Donc c'est un peu comme l'intelligence artificielle, ça n'invente rien, ça ne fait que répéter l'existant. Et donc tous les primo-auteurs qui apportent quelque chose de neuf, eh ben, ils seront face à des portes closes, et ils devront s'auto-publier, bricoler dans leur coin, etc. Donc c'est très important pour la diversité culturelle qu'il y ait des éditeurs indépendants comme nous, et aussi pour maintenir cette qualité d'artisanat, d'engagement, de passion que n'ont pas les majors de l'édition, qui sont essentiellement financiarisés. Croyez-vous que le livre puisse contribuer à transformer les mentalités et la société? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Il y a des livres à grand succès qui touchent un grand public et le livre permet de descendre en profondeur dans une exploration, dans une réflexion que ne permet pas Internet, les chaînes YouTube, etc. C'est vraiment une plongée et aussi du temps qu'on prend pour soi. C'est sensuel un livre, on le touche, on entend le bruit des pages, on sent l'odeur presque. Autrefois, c'était plus marqué qu'aujourd'hui. Et donc, bien sûr, et notamment, je trouve que les jeunes devraient être initiés à la lecture beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le livre, c'est encore un monde du réel, même si c'est symbolique et métaphorique. Donc ça, c'est important de garder cette relation au réel. Comment percevez-vous l'avenir de l'édition indépendante dans le contexte actuel, les crises, le numérique, l'intelligence artificielle? Alors, c'est un défi, hein. C'est clair que nous-mêmes, là, on est en période difficile, mais il y a des belles initiatives. Par exemple, on a créé il y a 3 ans la Fédération des éditeurs indépendants en France, qui regroupe les associations régionales d'éditeurs indépendants et lesquelles regroupent environ 400 éditeurs déjà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éditeurs, notamment de petite taille. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont tellement passionnés ou engagés qu'ils ne se payent pas. Ils font ça bénévolement ou en plus de leur travail. Et donc ça, c'est un vivier, un levain aussi de transformation sociale qui existe et je pense qu'il va perdurer encore longtemps. Mais c'est un défi quand même parce qu'on est face à des logiques de, de règlement, qui sont difficiles à assumer et puis de concurrence inégale. Donc on est obligé de vivre de peu mais bon, c'est quand même satisfaisant. Moi, je peux mourir à n'importe quel instant, j'aurai ma conscience pour moi. Comment trouvez-vous l'équilibre entre créativité, conviction et contraintes économiques? Eh bien, j'y veille beaucoup en fait. Je racontais récemment à des amis que je prends du temps pour faire du sport, hein, pour être dans la nature, pour veiller. Je veille à mon sommeil, je veille à mon alimentation, je suis végétarien. Je reçois des séances d'ostéopathie, de massage, de shiatsu, etc. assez régulièrement, de façon à être bien dans mon corps et en bonne santé. Ça, c'est déjà un atout très important, parce que quand on est mal, on travaille mal. Et après, pour moi, la créativité, elle vient de différentes façons. Des fois, en écoutant quelqu'un ou dans une situation. Et j'essaye en tout cas de veiller à ce que ces différents pôles soient équilibrés et de ne pas tout mettre sur un seul pôle, parce que la, la résilience, elle s'appuie sur plusieurs pattes. Pourquoi est-ce important de conserver le livre à l'heure du tout numérique? Alors, le livre papier en particulier, c'est un objet sensuel, réel, et qui nous emmène dans une méditation, une exploration qui dure forcément plus longtemps que sans le tout numérique. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelque temps que ça y est, on était passé sous les 10 secondes de concentration maximum chez beaucoup de gens. Au bout de 10 secondes, ils passent à autre chose, Alors que quand on est dans un livre, on se plonge dedans, on a une profondeur, un côté méditatif, on peut revenir facilement où on veut dedans, et puis on peut le conserver, on peut le regarder, le passer facilement à des amis. Donc c'est encore un ancrage au réel. Alors que le tout numérique, on est de plus en plus déconnecté. Et d'ailleurs, c'est flagrant chez beaucoup de jeunes qui font plus la différence entre ce qu'ils ont vu sur Internet et puis le réel.
Donc pour moi, le tout numérique, c'est un gros danger, d'une part individuellement par le fait d'être déconnecté de la nature, du sol, etc. Et aussi collectivement parce que c'est un moyen de manipuler les foules qui est très très puissant. Et aujourd'hui, ça devient difficile de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux sur Internet, tellement tout est manipulé, puis avec l'intelligence artificielle désormais, c'est vraiment difficile. Donc on a besoin d'être ancré, de savoir qui on est et d'avancer dans la vie pas après pas, plutôt que de s'échapper dans des sphères totalement chimériques. Et pour moi, je le vois comme un vrai danger. L'Internet et le numérique est un outil, on peut s'en servir. D'ailleurs, il y a l'association Robin des Toits j'ai publié leur manifeste, qui disent comment on peut utiliser le numérique de façon sobre, raisonnée et qui soit bonne à la fois pour la santé, l'environnement et la démocratie. C'est possible, mais ça demande une vigilance, un engagement à ne pas se laisser embarquer par ce monde qui est affriolant et qui a pour, entre autres, hein, c'était un patron de chaîne télé qui avait dit que leur but c'était de fournir du temps de cerveau disponible aux annonceurs. Bon ben voilà, est-ce que notre vie doit se limiter à ça? Ben pas pour moi. Vous évoquez les jeunes. Est-ce que les jeunes qui sont natifs, qui ont grandi et qui sont nés avec Internet, sont-ils une génération perdue pour le livre? Non, non, et puis je me garde de généraliser. Je vois chez les jeunes le meilleur et le pire, hein. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'engagent vers d'autres valeurs de société que leurs copains, et notamment des jeunes qui quittent des carrières dorées dans une multinationale où ils auraient pu gagner beaucoup d'argent pour créer un écolieu et vivre de maraîchage. Aujourd'hui, il faut vraiment être courageux pour vivre du maraîchage, hein, c'est pas facile. Donc ça m'enthousiasme, ça me fait voir que il y en a encore comme moi quand j'avais leur âge qui ne s'en laissent pas compter par les sirènes du monde de la consommation matérialiste. Il n'y a pas que ça dans la vie, fort heureusement. Vous avez créé l'initiative du livre à l'expérience. En quoi consiste-t-elle exactement? Alors ça, c'est tout récent. Ça consiste à vivre dans le réel avec des auteurs, leurs approches, leurs méthodes, sous forme de stages et formations, soit en présence ou soit en visioconférence, et de découvrir par l'expérience en vécu ce qu'ils peuvent en retirer. Parce que quelquefois, de lire, ça reste au niveau mental. D'ailleurs, il y a très longtemps, dans un catalogue, j'avais écrit ça. Ne vous contentez pas de lire, mettez en pratique. Et donc, je suis très heureux de proposer cette expérience, en plus de la lecture, à mes lectrices et lecteurs, de vivre quelque chose avec l'auteur lui-même. C'est un privilège, hein, aujourd'hui, et donc je suis heureux de partager ça, parce que moi-même, j'ai grandement bénéficié des expériences que j'ai vécues avec mes auteurs, qui sont des gens formidables, et donc j'aime bien partager les bonnes choses. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret, par exemple? Oui, eh ben, récemment, j'ai fait plusieurs stages avec des auteurs, par exemple un stage de musique intuitive et chant avec les auteurs du livre Musique intuitive. C'est un couple de Lyon. Et pendant 5 jours, on a exploré les différents instruments de musique de la terre entière, que ce soit des gongs, des cordes, des flûtes, etc. Et du chant. On a travaillé vraiment le corps. Le chant, c'est vraiment quelque chose de fantastique, hein. D'ailleurs, c'est ma passion aussi, parce que c'est vraiment un contact avec son propre corps. Et puis, c'est un moyen de rayonner également des vibrations qu'on émet. Donc là, je me suis régalé.
C'était parfait. Puis j'ai aussi, par exemple, reçu 2 séances de mon auteur qui a écrit un livre sur les cicatrices. Il est ostéopathe. Donc, il m'a donné 2 séances. Je ne suis pas complètement balafré de cicatrices, mais j'ai mon appendicite. Et donc, voilà, on a travaillé là-dessus et je trouve ça intéressant. Et vous, est-ce que vous chantez? Oui, oui, je chante tout le temps. J'adore ça, c'est ma passion. Par exemple, on peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Si l'on comprend bien votre modus operandi, les auteurs sont aussi les acteurs de la maison d'édition. Et en quoi consiste leur engagement? Tout à fait. Il consiste à nous aider enfin, d'abord de nous apporter un manuscrit. Ensuite, on le travaille ensemble, on le fait imprimer. Donc, d'une part, ils nous aident à la promotion de leurs livres, parce qu'on a besoin d'être en tandem avec eux, parce qu'ils ont leur propre réseau, nous les nôtres. Donc ça. Et puis, également, structurellement, le Souffle d'Or est une SARL. Et jusqu'à présent, on avait déjà une douzaine d'auteurs comme associés, et puis aussi des salariés. Et là, par les circonstances actuelles, on va être sans doute 20 ou 30 auteurs de plus comme associés dans l'entreprise, voire même peut-être passer en société coopérative d'intérêt collectif. On est proche, ils me soutiennent là actuellement, on passe une phase difficile. Et ben, j'ai des réponses très très presque de tous, très très solidaires qui nous soutiennent. Donc, et puis on est souvent amis en fait. Il y en a même avec lesquels je suis parti marcher dans le désert il y a quelques années. On est, on est proche quoi. Pour moi, un auteur, c'est un être vivant, créatif, et c'est pas juste un numéro comme ça qu'on prend, qu'on publie, puis après qu'on oublie. J'ai eu des témoignages ces jours-ci d'auteurs qui se sont fait méchamment laisser de côté une fois que leur livre a été publié chez les grands éditeurs. Donc moi, j'essaie autant que possible, je ne dis pas que je réussis toujours, hein, bien sûr, mais de garder une relation très proche avec mes auteurs. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir assez de temps pour maintenir des relations avec les 350 auteurs que j'ai. J'en appelle de temps en temps un ou une au téléphone, mais il y en a trop pour que je puisse passer du temps avec toutes et tous. Mais vraiment, c'est des liens privilégiés. On est acteurs ensemble, quoi. Ouais. Quel rôle jouent les lecteurs dans la vie de vos maisons d'édition? Alors les lecteurs, le premier rôle, c'est d'acheter nos livres. Quelquefois, ils les lisent et ils nous font des feedbacks, des échos, des critiques. Et puis, un certain nombre d'entre eux nous amènent, nous guident de nouveaux auteurs. Ça arrive. Et il y en a même qui deviennent directrices de collection, comme ça, par passion aussi. Et on les rencontre bien souvent sur les salons, parce qu'on est très, très présent sur les salons. Là, par exemple, début octobre, on va encore au Festival du Livre de Montsartou. Et là, on les rencontre et c'est vraiment très agréable et enrichissant d'entendre leurs réflexions par rapport au livre. Y a-t-il une anecdote marquante dans vos échanges avec un auteur ou un lecteur qui vous a particulièrement touché et marqué au point de vous rappeler pourquoi vous faites ce métier? Il y en a une qui est assez drôle, c'est que j'ai dit tout à l'heure que le Souffle d'Or s'adressait davantage aux personnes pour les accompagner, et il s'adresse aussi davantage au public féminin. Et les éditions Yves Michel s'adressent un peu davantage au public masculin.
Et souvent, mais une fois en particulier, je tenais un stand et j'avais les deux marques côte à côte sur ma table. Et je vois arriver un couple de personnes, d'ailleurs d'un certain âge, et ça c'est fréquent. Tout de suite, la femme va du côté du Souffle d'Or et l'homme va du côté des éditions Yves Michel. Ça m'a souvent fait rire, mais c'est fréquent. Et en tout cas, les échos que me renvoient les lecteurs me donnent vraiment la force, le courage de continuer à faire ce métier, parce qu'il y a plein de gens qui me témoignent que certains des livres ont changé leur vie. Et alors, quand j'entends ça, des fois, je suis presque surpris. Mais c'est vrai, comme moi, des livres que j'ai cités tout à l'heure ont changé ma vie aussi. Les livres sont un starter, un compagnon de changement et donne des pistes. Et ça, ça me garde courage pour faire ce métier. Parmi les ouvrages que vous avez publiés, est-ce qu'il y en a un qui incarne parfaitement votre vision de l'édition ? Non. En fait, moi je suis quelqu'un de la diversité, de la complémentarité, et j'ai des ouvrages des fois très techniques, très pointus, d'autres plus légers, j'ai même quelques romans, et j'aime bien cette complémentarité parce qu'on est rarement une seule facette. Bon, il y a peut-être, je sais pas, des physiciens ou des mathématiciens qui sont totalement dans leur truc, mais pour moi, la vie, elle est complexe, elle va, elle vient, il y a un jour une fleur qui fleurit, après ça va être une graine, et il y a des fleurs de telle couleur, de telle autre, et on est tous complémentaires, on est tous une pièce du puzzle. Et donc, c'est comme mes livres. J'avais un peu rêvé une fois de faire une grande carte, peut-être au sol, avec les livres, avec un peu une répartition comme ça. Mais il y en a où j'ai un peu plus d'engagement peut-être que d'autres. Mais vraiment, je les aime quasiment tous. Y a-t-il un projet en préparation qui vous enthousiasme particulièrement en ce moment et que nous pourrions évoquer ? Oui, là, le mois prochain, je vais sortir un livre de Mathias De Smet, qui est un professeur de psychologie clinique à l'université de Gand, en Belgique. Et ce livre s'appelle La psychologie du totalitarisme. C'est un petit peu dans la lignée de Hannah Arendt, Gustave Le Bon, et il éclaire de façon vraiment très très précise les conditions dans lesquelles les foules peuvent être manipulées, et si on n'y prend pas garde, comment on peut être embarqué dans ces mouvements. Et je trouve qu'il joue un rôle très pertinent à l'époque actuelle, où il apporte des aspects de discernement, de lucidité sur ce qui se passe, et je trouve que c'est vraiment bienvenu. Je me réjouis de le publier, je suis content. Si vous deviez définir votre métier en un seul mot, lequel choisiriez-vous ? Alors je dirais que je suis un éveilleur de conscience. Je propose des points de vue, des visions et des outils pratiques pour changer la vie de chacune et chacun, et aussi collectivement. Donc éveilleur de conscience, ça me convient. Et sur quelle note aimeriez-vous finir cet entretien ? Eh bien, j'aimerais encourager chacune et chacun à être bien centré, à savoir qui il est ou qui elle est, et à ne pas se laisser parasiter par la pub, l'industrie du divertissement, etc. Mais de savoir pourquoi il est sur cette terre à cette époque, et d'accomplir pleinement ça, qui est un grand facteur d'épanouissement. Moi, j'ai fait de ma passion mon métier, et vraiment, même si c'est
très difficile et j'y ai passé beaucoup de temps, énergie, mais j'ai une grande satisfaction sur la fin de ma carrière. Donc je souhaite à chacun de trouver une vie, une profession, des relations qui ont du sens. Merci Yves Michel. Merci à vous.